C'est Martin qui nous a emmenés, Martin Fortier, toujours avec nous. Tu nous as invité, en fait, quelqu'un que tu connais, et puis... quelqu'un qui est humain, c'est quelqu'un qui dédramatise la situation quand il y a la crise. Puis c'est ça que j'aime. Et cette personne-là, c'est le docteur Michel Messier. Vous êtes de l'hôpital Douglas, vous êtes directeur de l'urgence, comme on me disait, c'est bien ça? Effectivement, je suis directeur de l'urgence, c'est certainement une place où il fait bon pouvoir dédramatiser les crises, oui. Parce qu'elles arrivent là, beau temps, mauvais temps, ça manque pas. OK. Et docteur Messier, on doit vous avouer, on n'a pas reçu souvent des personnes qui sont docteurs, qui portent le titre de docteur, et puis vous, je pense que Martin porte une affection particulière. Vous avez une attitude, je pense, qui plaît beaucoup à Martin et à plusieurs personnes. J'aimerais savoir comment ça se passe un peu au niveau. Je sais que Douglas est très très reconnu, puis on en parle beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, peut-être qui se font pas ailleurs, justement. Donc, Douglas est un peu à l'avant-garde aussi de plusieurs hôpitaux. Dans votre domaine, pouvez-vous nous parler un petit peu du travail là, au niveau de l'urgence à Douglas? Je pense qu'au niveau de l'urgence, l'hôpital Douglas n'est pas nécessairement très en avance sur d'autres centres hospitaliers, aussi bien des centres hospitaliers généraux, là, les grands hôpitaux, Royal-Vic, Notre-Dame, ainsi de suite, ou même l'autre hôpital psychiatrique bien connu, Louis H. Lafontaine. On n'a peut-être pas de grandes originalités, sauf peut-être le fait que, attaché au service d'urgence, il y a une équipe de crise de 4 personnes, avec malheureusement peut-être pas tout à fait assez de médecins, qui, elle, permet à une personne qui se présente en situation de crise de réagir très rapidement à la demande d'aide, sans nécessairement être obligé de la garder à l'hôpital ou même de l'hospitaliser à plus forte raison. Souvent, les gens peuvent être revus la même journée par les membres d'équipe de crise, revus le lendemain, 2-3 fois par semaine durant les premières semaines, pour vraiment essayer de faire en sorte que ce qui est apparu comme dramatique puisse se résorber dans les meilleures conditions, aussi bien pour la personne qui consulte, et la partie du temps, la personne ne consulte pas seule, elle est entourée des proches, au moins conjoints. Parfois, les parents, c'est une personne âgée, les enfants, c'est une... ainsi de suite. Alors, c'est important, quand on fait une intervention, de tenir compte de la personne qui est la souffrante officielle, si on peut dire, mais aussi du groupe autour d'elle, qui est tout aussi important pour comprendre pourquoi les problèmes sont arrivés et qu'est-ce qu'on peut faire pour les solutionner. Aider, en tout cas, à les solutionner. OK. Vous nous disiez tout à l'heure, avant d'entendre, que ça fait une dizaine d'années que vous êtes à Douglas. Étiez-vous avant, ailleurs, dans un autre hôpital? Oui, j'ai commencé ma carrière de médecin psychiatre là, formé. Ma formation, c'est avant ça, mais médecin psychiatre formé à l'hôpital Louis H. Lafontaine. Ça s'appelait à ce moment-là, en 69, Saint-Jean-de-Dieu. Ça a changé de nom pendant que j'y étais. Par la suite, j'ai travaillé là pendant 7-8 ans. J'ai travaillé un court moment au pavillon Albert Prévost, rattaché à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et finalement, j'ai mis sur pied le service de psychiatrie de l'hôpital Cité de la Santé de Laval. On a démarré la psychiatrie avec l'hôpital en 1978-79. Et j'ai travaillé là-bas jusqu'à mon départ de Cité de la Santé de Laval pour venir travailler à l'hôpital Douglas depuis le mois de juillet 85. Puis à travers tout ça, comme si j'en avais pas assez ou pour faire un peu peut-être exotique, j'ai travaillé à travers toutes ces années, de 69 jusqu'à maintenant, avec peut-être une petite interruption de quelques années, à l'Hôtel-Dieu d'Amos. C'est un hôpital général situé à Amos, à 400-450 000 au nord de Montréal, où je me rends chaque semaine faire de la consultation auprès des omnipraticiens et des autres professionnels de santé. Alors ça représente pour moi évidemment une tâche en plus quelque part, mais c'est aussi une bouffée d'air frais. D'air frais à 2 niveaux, c'est froid. Là-bas, quand on y arrive, évidemment, c'est plus frais qu'à Montréal. La santé y est meilleure, peut-être à cause de ça. Mais c'est aussi une pratique différente de celle des grands centres et qui m'apparaît avoir son authenticité propre. Et je pense que les grands centres pourraient apprendre de beaucoup de ce qui se passe dans des petits milieux. Peut-être au niveau de la simplicité? La simplicité, de l'implication communautaire, la créativité. Il y a moins de structures lourdes. Les gens passent moins du temps en grande réunion de comité, si on peut dire, est plus au cœur de l'action avec les clients, les patients, leurs familles, d'autres intervenants. Le milieu est plus petit. Tout le monde se connaît. On peut facilement parler au chef de police, à un juge, si le problème est légal, aux gens du CLSC ou aux gens des organismes communautaires. Ça prend pas de temps. Donc c'est presque, le PSI est presque en place là-bas? Le PSI, ça fait des années qu'on pratique là-bas. J'ai déjà eu des rencontres où est-ce qu'on avait une dizaine de personnes autour de la table d'autant d'organismes différents, et ça bien avant que le PSI existe. C'est une donnée du problème. Les cas compliqués requièrent les interventions de plusieurs personnes. Si on essaie de le confier à une seule personne ou à un seul groupe,
c'est sûr que ça va cafouiller, le groupe va s'épuiser, et de toute façon, il ne pourra pas tout offrir ce qui est requis. D'accord. Alors, mieux vaut être au moins quelques-uns, parfois plusieurs, mais au moins quelques-uns pour porter une situation difficile, chacun y allant avec son expertise propre. Parce qu'on l'a appelé PSI par la suite, mais dans le fond, ce fameux plan de service individualisé ou quelque chose du genre de soins individualisés, c'est un peu ça, c'est de dire, on prend l'entourage d'une personne et puis on essaie d'impliquer tout le monde dans le mieux-être finalement de la personne. C'est un peu ça. Ce qui est intéressant dans le PSI, c'est que la personne qui reçoit le service est au cœur de la situation. C'est à elle de définir avec les différents intervenants ou groupes d'intervenants ses besoins. C'est à elle aussi de donner un peu le rythme auquel elle veut que les choses se passent, les priorités à accorder aux différentes choses. Bon, ça se fait pas tout seul d'une manière arbitraire. Cette personne-là a à négocier avec les autres intervenants. Elle n'est pas seule là-dedans. Elle ne peut pas imposer son désir aux autres, mais elle n'a pas non plus à subir la loi du désir des autres. Il faut que les gens s'entendent sur quelque chose. Que ce soit avec le médecin ou je donne une médication, ben, je pense que les clients, on doit me demander des avis, des conseils. On doit me demander pourquoi ça plutôt qu'une telle. On doit me le demander. Il faut que je réponde. D'un autre côté, ils ne peuvent pas m'imposer de leur donner la médication A ou B. Ça reste aussi un choix que j'ai à faire. Mais il faut qu'on compose. Bon, j'imagine avec ça, pour les médicaments, je pourrais dire la même chose avec la résidence, avec le choix de tel ou tel atelier ou de telle ou telle démarche, ainsi de suite. En fait, le psy, ça représente l'effort de ces différents intervenants de concert avec le patient et les membres de sa famille, s'il y en a, pour convenir ensemble de quelque chose et voir au bon déroulement du plan une fois qu'il est lancé. Oui. Martin, tu veux intervenir? Moi, mon PSI, ça donnait un break à ma famille. Ça donnait un peu d'ouvrage à l'hôpital, là, mais ça donnait un break un petit peu à ma famille parce que j'étais un cas lourd là, à un moment donné. Ça l'a soulagé beaucoup les membres de ma famille en étant pris en charge. Le mot est là. Mais aujourd'hui, je suis presque autonome, là. Tu sais, je suis très fonctionnel. Et on pourrait commencer finalement à aborder, Martin, si tu permets, là, justement ce que tu voulais nous parler avec le Dr Michel Messier, c'est le système biopsychosocial. Le système ou le modèle ou l'approche biopsychosociale reconnaît ceci qu'une personne, c'est un être biologique, il y a un corps. Il y a des substances chimiques en circulation, il y a une physiologie. Bon, il y a des choses très biologiques chez une personne. Il y a aussi des comportements très liés à ce qu'on appelle la vie psychique. L'imagination, la créativité, le désir, le vouloir, la connaissance, la volonté, le jugement. Ce sont des fonctions de nature psychologique. Et il y a aussi que cette personne-là vit dans un milieu donné, au sein d'une famille particulière, avec un conjoint, des enfants, a un job ou n'a pas, ce qui fait d'elle un autre citoyen, mais d'une qualité différente, ou étudie, etc. Donc la personne est insérée nécessairement dans un corps physique, l'aspect bio, avec un appareil psychique particulier, l'appel psycho, et dans un groupe social donné, soit au niveau immédiat de la famille, de son travail, etc., ou alors dans une société. La société québécoise en 95, ben c'est pas la société française de 1700. Ben non. Ça change des choses. Hein? Le contexte social fait que des choses qui sont difficilement acceptables aujourd'hui le seront peut-être demain, ou qui sont acceptables aujourd'hui ne le seront plus demain. Et ça, c'est pas quelque chose qui dépend de l'individu ou de son corps, c'est quelque chose qui dépend du groupe dans lequel il s'inscrit. Alors, l'approche biopsychosociale reconnaît chez l'individu ces différentes facettes dont il doit tenir compte, sur lesquelles il peut s'appuyer, mais qui peuvent chacun, à leur façon, lui créer des problèmes. Son corps peut le faire souffrir, sa vie psychique peut être en souffrance, ou alors son appartenance sociale peut être en souffrance. Quelqu'un qui n'a pas de travail puis qui cherche désespérément un travail, il a beau avoir un corps en forme puis un appareil psychique comme il faut, s'il n'y a pas de travail, ça fait de lui quelqu'un qui, au plan social, est déraciné. Et ça fait quelque chose à la personne de ne pas être insérée au plan social dans une job comme producteur, par exemple. Comment voyez-vous, je pose toujours la question, c'est toujours cette question-là un peu, comment voyez-vous le domaine des difficultés émotionnelles, de la santé mentale aujourd'hui, comparativement à hier et comparativement à demain? Est-ce que vous voyez une progression, c'est toujours la question ouverte, on a du temps. Je sais pas si c'est parce que vous avez beaucoup de temps ou c'est parce qu'il y a beaucoup de réponses. Si on recule en arrière, c'est plus facile quand on recule en arrière parce qu'on doit dire que quand on regarde la maladie mentale dans ses manifestations les plus sévères, selon les meilleurs estimés, il n'y a pas eu de grands changements sur les maladies mentales sévères. Je parle de la psychose myacodépressive, la schizophrénie, les troubles graves de la personnalité. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution là-dessus entre il y a 50 ans, puis sous les différentes
l'attitude aussi. Dans différents pays, on retrouve à peu près les mêmes pourcentages de ces graves maladies-là. Et dans les siècles antérieurs, il y avait à peu près autant de monde qui souffrait de ces grandes pathologies-là qu'aujourd'hui. C'est moins vrai pour l'ensemble des pathologies à poids plus léger, mais qui sont tout aussi handicapantes pour certaines, les anxiétés, les dépressions, les sentiments d'insatisfaction, de frustration, de ne pas être à la hauteur de la situation, etc. Plus la vie se complexifie, plus une personne qui avait des moyens suffisants pour vivre dans un monde moyennement complexe aura de la difficulté à vivre dans un monde qui est devenu beaucoup plus complexe. C'est sur le sens que ça tombe sur le sens commun. D'un autre côté, il y a aussi des phénomènes de société, comme l'absence de travail aujourd'hui. Quand les taux de chômage montent comme ils montent, ben, quand tout le monde travaillait auparavant, les chômages étaient rares et peu nombreux, ben, il y avait une dimension de leur individualité qui était préservée. Aujourd'hui, avec l'important taux de chômage, il y a beaucoup d'individus qui souffrent de cette situation-là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Quand tout le monde devait gagner sa pitance, tout le monde devait travailler un peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont exclus, dont on ne veut pas dans le cadre du marché du travail, qu'on paye littéralement pour rester à la maison, rien faire, selon l'expression de Félix Sautler, ce qui représente une bonne façon de tuer l'imagination de ces gens-là, leur créativité, leur humanité, leur individualité, leur sens d'autonomie. Et je pense que ça, c'est des problèmes qui n'étaient pas. Dans ce sens-là, on peut imaginer dans l'avenir une plus grande complexification, des gens qui vont avoir plus de difficultés, et probablement comme résultat, toutes sortes de détresses, peut-être pas les grandes détresses psychiques qu'on appelle maladies mentales, mais toutes sortes de détresses psychiques tout de même importantes. Et qui sont peut-être de plus long, qui restent peut-être plus longtemps chez l'individu, d'un sens, c'est peut-être pas grave, mais c'est peut-être des genres de dépression passagère, mais qui empêchent l'individu carrément de se prendre en main. Et qui peuvent avoir comme conséquence des choses graves, par exemple le refus de s'impliquer, la prise de toxiques, qui devient donc un deuxième problème, pas seulement des problèmes de santé mentale, mais des problèmes en plus de ça de prise de drogue, de médicaments, d'alcool, etc. Quand on pense au suicide aussi, qui est souvent une avenue choisie par ces gens-là pour faire taire leur souffrance. Je pense pas que les gens veulent nécessairement mourir, mais ils veulent plus endurer ce qu'ils endurent, puis ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens, croit-il, à tout le moins, pour y faire face. C'est ça. Martin, encore avec nous, Martin Fortier. Quelque chose qui m'a aidé beaucoup, moi je suis suicidaire beaucoup, puis la remotivation à l'hôpital d'Arles m'a aidé beaucoup en me créant des objectifs réalistes. Puis ça, c'est Nicole Lahaye, la remotivologue, qui m'a aidé beaucoup. Et justement, que pensez-vous, Michel Messier, du côté... comment je dirais ça, parce que c'est sûr qu'il y a eu une époque où la psychiatrie, où les médecins avaient un rôle très, très important au niveau des gens. Et de plus en plus, on dirait qu'il y a quelque chose qui est plus alternatif et qui est plus près des gens, peut-être d'essayer de comprendre l'humain, essayer, si on peut, de réduire une médication. Que pensez-vous de toute cette évolution-là, comme Martin dit, justement, remotivation et tout ça? Alors, de ce côté-là, l'hôpital Douglas, c'est certainement un peu spécial parce que, surtout dans le cadre du département du service de réadaptation, nous avons toutes sortes de moyens bien différents d'approcher les gens, d'essayer de les aider. La remotivation, c'est un parmi eux. Il y a des ateliers de créativité, il y a des ateliers de zoothérapie, il y a des serres, il y a aussi une station de radio, effectivement, à l'hôpital Douglas. Il y a des moyens d'artisanat, etc. Donc, il y a toutes sortes de moyens qui vont chercher chez l'individu un intérêt que l'individu a déjà eu, comme pour le mettre en mouvement par rapport à une démarche donnée. Et ça, c'est pas quelque chose qui est médical au départ, c'est quelque chose qui est complémentaire à l'action médicale. Et j'entends bien complémentaire par opposition à alternatif. Dans le sens qu'on n'offre pas de la zoothérapie à la place de médicaments. C'est pas ça qui est l'idée du tout. Il n'y a pas de médicaments qui vont remplacer ou peuvent être remplacés une démarche en zoothérapie, par exemple. Sauf que la démarche en zoothérapie vient compléter d'une manière très particulière et souvent efficace l'aide et le support médicamenteux qui reste néanmoins requis, mais qui n'est pas suffisant. Je n'en connais pas, moi, de pilules qui peuvent rendre une personne heureuse, lui faire vivre une vie agréable, etc. Ça n'existe pas. Ce qui fait que les gens sont heureux, bien à leur peau, c'est que dans leur vie, il y a des choses satisfaisantes qui se passent. Et ça, c'est pas la médication qui le donne.
La médication peut créer les conditions nécessaires pour que quelque chose d'heureux arrive, mais s'il n'y a rien d'heureux qui arrive, la personne va rester avec sa tristesse. Si vous êtes fâché avec votre conjoint, il n'y a pas de pilules qui vont régler ce problème-là. Sauf que si, à chaque fois que vous êtes fâché, vous êtes tellement fâché que vous débordez, la médication va peut-être vous empêcher de déborder, mais il reste néanmoins que vous avez à transiger avec votre conjoint pour avoir une vie de relation satisfaisante avec lui ou avec elle. Oui. Alors, il faut donc voir toutes ces approches-là, non pas, à mon sens, comme des alternatives à l'approche médicale, un peu comme si ça la remplaçait par quelque chose de mieux ou de différent, mais c'est quelque chose de complémentaire. L'approche médicale a ses particularités et son mérite propre, mais n'est pas suffisante. Elle doit être complétée par beaucoup d'autres approches qui deviennent donc un complément de la médecine qui est un complément de ce qu'elles apportent. L'une étant complémentaire à l'autre, sans chercher à prioriser nécessairement qui est quoi là-dedans, là, mais on ne peut pas les dissocier. Et c'est ça, je pense, qui est important, plus que de voir la médecine en alternative à ou les activités communautaires en alternative à la médecine. Je trouve que là, il y a une espèce de stérilisation des deux par l'autre qui est absolument une perte, je pense, pour le client en question. Pour moi, les deux sont complémentaires. C'est ça, c'est un peu ce que Michel Messier C'est ça. explique, Moi, je pense que c'est ça qui est plus intéressant de les voir comme complémentaires plutôt que de les voir l'une alternative à l'autre qui m'apparaît être un excluant l'autre ou remplaçant l'autre. Moi, je crois beaucoup au système biopsychosocial, puis je crois beaucoup aux coalitions, là. Les ressources, puis de la psychiatrie et les alternatives pour trouver des solutions humaines aux problèmes psychiques que vit chacun de nous, là. Et je pense que chose surprenante, à l'heure actuelle, alors que les ressources se font de plus en plus rares, il va falloir nécessairement qu'on apprenne à composer de plus en plus les uns avec les autres. Il n'y en aura plus des sommes de millions qui vont être données, que ce soit du côté de la médecine des hôpitaux ou des ressources communautaires. Elle pourrait t'aider davantage, j'ai pas de problème là-dessus. Mais il faut pas imaginer qu'il va y avoir des fonds importants qui vont être libérés, là, at large, comme ça. Je pense qu'on va être obligé de réaménager continuellement les ressources limitées qu'on a. On faisait telle affaire, on le fait moins, puis on va faire quelque chose de plus, puis toujours, ça va fonctionner comme ça. Ça va nous forcer à collaborer les uns avec les autres. Et j'espère que de cette collaboration... Ben oui, espérons que de cette collaboration... Il y a des affrontements depuis des années entre les deux tendances, milieu communautaire très alternatif, milieu médical très médical et tout le monde entre les deux, là, mais... c'est ça. Les gens devaient en prendre une option. La clientèle était un peu en otage. Si tu vas dans un organisme communautaire, t'as quasiment pas le droit de prendre des médicaments ou d'aller chez le médecin. Si tu vois c'est le médecin, c'est tout juste si t'as pas le droit de... C'est défendu d'aller dans un groupe alternatif. Hein, les gens y perdent là-dedans. Je pense qu'il faut qu'ils aillent puiser auprès des médecins ce que les médecins peuvent leur apporter et pas d'autre chose. Le fameux partenariat dont on parle depuis des années. Exactement. Sur ça, c'est tout le temps qu'on a. Ça a été très intéressant de vous avoir à l'émission, en espérant vous reparler bientôt. Bonne continuité dans vos fonctions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était très agréable.